Bienvenue à cette troisième classe sur l'immigration forcée et on va parler des causes ambientales, des changements climatiques et migration forcée dans les années 2018-2019. Ici, vous voyez trois publications qui sont trois livres différents, mais malheureusement essentiellement en italien. Pour ça, ce slide a un rôle de traduction, des traductions des contenus. Des trois chapitres des dossiers statistiques, il y a un chapitre des populations mondiales et développement sustainable et une partie du livre de cette experte ambientale, Carola Rackete, qui a sauvé des migrants en Libye. Donc, on va commencer par le chapitre 8. L'environnement et la sostenibilité, donc, ils sont une partie, un paragraphe de problèmes pas solutionnés du chapitre 8. L'environnement et la sostenibilité dans le rapport Brundtland de la Commission sur l'environnement et le développement de 1987 pour le développement sustainable, se comprend le développement pour assurer la satisfaction des nécessités de la génération présente sans compromettre les nécessités des Nations Unies, de compromettre les propres. Donc, le taux de croissance de la population mondiale pourra être utilisé et pourra utiliser les ressources soutenables si avant de 2030, les 17 objectifs de développement sustainable seront attendus. Ce type de 17 objectifs sont pour 169 targets différents avec des indicateurs précis et l'année dernière pour terminer ce type d'objectifs, c'est le 2030. Pour terminer et joindre ce type d'objectifs, c'est le 2030. Les objectifs de développement sustainable ne doivent pas être pensés à la même manière que les objectifs du millénium. Ils sont des objectifs différents. On va maintenant focaliser l'attention sur les changements climatiques et les migrations forcées. Donc, les migrations dues au changement climatique ont été confirmées par le protocole de Kyoto et dans l'accord de Paris sur le climat du fin 2015. Après avoir reçu le Nobel pour la paix, le président Al Gore et le comité intergouvernemental pour les changements climatiques des Nations Unies dans 2007 ont considéré les changements climatiques comme une menace contre justement la paix et la sécurité nationale et internationale. Donc, au centre de ces situations et de ces relations entre climat et sécurité et climat et migration forcée surtout, on trouve les migrants qui sont en situation, pas tout le type de migrants, mais les migrants qui sont en situation de pauvreté et d'inégalité dans leur même pays. Quand dans leur pays, ils se trouvent dans ce type de situation, le migrant environnemental est défini selon l'organisation pour les migrations dans ce type de manière. Donc, les migrants environnementaux sont les personnes ou les groupes de personnes qui, à cause des changements de l'environnement, qui influencent négativement leurs conditions de vie, sont obligés à laisser leur maison sans pouvoir rentrer. Et en fait, ce type d'immigration ne s'arrête pas à la frontière du pays et pas dans tous les cas, il arrive à joindre la frontière du pays. Ça veut dire
On a parlé avant des displazados ou displaced people, donc des victimes d'évacuation, sont exactement dans ce type de situation. Les problèmes qui ont causé les mouvements de la population, peut-être, peuvent être différents. Il y a le niveau de la mer, dans des situations, il y a le delta du fleuve qui va augmenter. Et dans des autres situations, il y a le niveau de la mer qui va augmenter, il va menacer les personnes qui habitent sur les côtes. Dans cette situation, on trouve par exemple le fleuve Mekong en Vietnam ou le Limpopo au Mozambique, qui est exactement dans cette situation, mais on trouve aussi les côtes de l'Alaska. Dans les îles de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, dans le cas d'un événement climatique important et quand normalement la population n'a pas les ressources, le peuple, les gens n'ont pas les ressources financières pour effacer au changement climatique et aux problèmes que les changements climatiques provoquent. Qu'est-ce qui se passe? Donc, il y a des autres types d'aspects. Par exemple, des mesures de protection sociale peuvent améliorer les moyens de subsistance des personnes, même le développement avec des programmes. Mais l'inégalité et la pauvreté multidimensionnelle sont deux caractéristiques des personnes, des migrants environnementaux. Normalement, il y a des autres types de situations qui dépendent même des pays, par exemple, et des zones. Par exemple, dans l'Afrique subsaharienne, la sur de l'Asie ou la sur de l'Amérique, il y a une population mondiale qui se doit bouger. Les gens qui se doivent bouger dans ces régions à cause d'une réduction, augmentation des gaz naturels doivent planifier un développement, planifier des solutions pour le développement, ainsi que les programmes de sensibilisation du peuple concernant les problèmes, les changements climatiques doivent être réalisés entre 2030 et 2050. Mais c'est aussi vrai que il y aura besoin de plus centres d'accueil des migrants selon ce type de chapitre, hein, parce que normalement, les migrants qui doivent effacer ces situations, ils se trouvent dans une situation de risque quand ils arrivent dans un autre pays pour être des victimes d'évacuation dans leur propre pays. On est arrivé à la mégalopolis et à les bidonvilles. Donc, les mouvements de la population qui est partie par les campagnes de l'Afrique subsaharienne a voyagé jusqu'au centre-ville, a suivi des types de cultures, par exemple le coton, l'arachide et, et le maïs. Et ce type de cultures ont poussé la mobilité économique. En fait, la différence entre campagne et zone rurale et ville va continuer, mais va continuer aussi le procédé d'urbanisation de la ville. Donc, l'urbanisation mondiale qui a développé des mégalopolis en Afrique, en États-Unis, en Europe,
Euh, Aujourd'hui, les 54 de la population mondiale habitent dans un urbain qui devrait joindre les 66% avant de 2050, avec une croissance de la population mondiale qui devrait augmenter de 2,5 milliards de personnes aux populations urbaines. Avec l'augmentation du 90% en Asie et en Afrique, selon les rapports des 2016, parce qu'en fait, on passait déjà 4 années. L'étude a révélé une croissance urbaine en Inde, en Chine, au Nigeria, et ces trois pays représentent maintenant les 37% de la population urbaine mondiale entre les 2014 et 2050. Mais la population urbaine du monde est passée de 746 millions en 1950 à 3,9 milliards en 2014 et dépassera les 6 milliards en 2045. Ça, c'est un estime et les dates, ils sont dans ce livre. Vous les rencontrez à page 175. Ouais. On va parler après des villes qui sont considérées les plus démographiquement populées. Donc, l'étude a révélé une croissance urbaine en Inde, en Chine, au Nigeria, et ces trois pays représentent les 37% de la population européenne mondiale. Entre 2014 et 2050, la population européenne du monde est passée de 746 millions en 1950 à 3,9 milliards en 2014, dépassera les 6 milliards en 2045. L'Asie accueille actuellement les 53% des populations urbaines mondiales, qui a suivi l'Europe avec les 14%, et les pays d'Amérique latine et des Caraïbes avec les 13%. En 2015, John Wilmot, c'est le chef de la division de la population du département des affaires économiques et sociales ou sociaux des Nations Unies, a déclaré la gestion urbaine comme un des principaux défis. Et les rapports mentionnaient qu'en 1990, il avait déclaré qu'il y avait 10 mégavilles avec 10 millions d'habitants où vivaient 153 millions de personnes. A fait une liste des villes entre lesquelles il y avait Tokyo, comme la ville qui demeure la plus grande ville du monde. Donc la plus grande ville du monde était Tokyo. Et suivi par Delhi, Shanghai, Mexico City, Mumbai et Saint Paul. Parmi les zones les plus populaires, New York et les Caire sont parmi les 10 zones les plus peuplées ensemble avec Osaka, Tokyo et Delhi. Le niveau démographique de la population diminuera d'ici 2030. Donc, le programme d'urbanisme comprend en fait des fournitures de transports publics, des logements, l'eau, l'électricité, l'assainissement pour une agglomération urbaine densément peuplée. L'étude des Nations Unies sur les perspectives d'urbanisation est du 2014. Mais c'est important de définir les politiques pour promouvoir l'inclusion des zones urbaines et rurales. Et une étude des Nations Unies a développé un avenir aux dépendants des pays ruraux. Donc, on va voir maintenant les pays ruraux. Ah ouais. Dans la suivante, bon, à gauche, ce qu'on a à gauche, c'est
les plus grands centres urbains dans la Terre. Et ça, c'est l'image du livre. OK? Dans l'image du livre, vous voyez des points noirs avec les plus grands centres-villes, centres urbains dans les planètes Terre. Après, dans la suivante, on va voir la liste des pays avec les zones plus peuplées de l'Afrique. On va commencer par le Cairo, donc le Caire, Lagos, Kinshasa, Johannesburg, Onitsha, Luanda, Khartoum, Nairobi, Abidjan, Alexandrie, Dar es Salaam, Accra et ville du chef. Donc, je vous explique comment il est divisé la suivante. Vous voyez une image qui est divisée avec la liste à gauche des villes, l'agglomération urbaine, les zones et les zones urbaines en kilomètres carrés. Et ces dates, ils sont divisées en 3 parties. À gauche, ils sont les villes, dans les moyens, ils sont les habitants, et à droite, vous avez les nations. Ça, ce sont des dates de 2014. On est arrivé à la liste des mégalopolis et bidonvilles africaines. Les tableaux à gauche vous montrent l'agglomération urbaine du Caire qui domine par les mégalopoles d'Afrique, tandis que Lagos et Kinshasa dominent parmi les villes les plus peuplées de la ville et du pays. Ils sont considérés donc les villes plus peuplées, mais les dates du tableau à gauche sont de 2014, donc il y a 6 années. Ce type de tableau est divisé en habitants qui sont dans les moyens, l'habitant des villes, nations qui sont à droite et à gauche il y a la liste des villes. La partie d'habitants est divisée en 3 colonnes, l'agglomération urbaine, les zones urbaines et vous voyez aussi la liste des mètres carrés des dimensions. On a ici, j'ai spécifié ce que j'ai trouvé dans les livres. Donc, on remonte à la zone urbaine à 2014, il y a 6 années. Mais l'Afrique a enregistré dans 6 années la plus forte croissance urbaine au cours des 2 dernières décennies. On est arrivé à 3,5% par an et cette tendance devrait poursuivre jusqu'en 2050. La partie de la population urbaine, donc la part de la population urbaine était d'environ 36% et devrait augmenter de 50% et de 60% en 2030 et respectivement de 60% en 2050. Il y a des changements dans les schémas d'urbanisation des villes africaines, mais l'Afrique du Nord a un pourcentage de population urbaine plus élevé. Donc, dans le Nord, on a, dans le Nord d'Afrique, les 47,8%. Mais par contre, l'Afrique subsaharienne a les 32,8%, avec un nombre relativement faible de bidonvilles en raison des meilleures stratégies de développement urbain. L'Afrique subsaharienne a les 65% des bidonvilles. En général, on peut dire que les citoyens africains qui vivent dans l'endroit et proches des ressources, proches de l'eau, donc et l'assainissement sont insuffisants. Donc les ressources sont insuffisantes et le groupe de la Banque africaine du développement de 2012 à ce jour
actualiser la dimension de l'urbanisation parce qu'en fait, et en Afrique subsaharienne, l'industrialisation et l'urbanisation ne sont pas rapides. Les villes donc sont précaires et les migrants qui arrivent dans les villes ne sont pas trop scolarisés, n'ont pas un niveau haut d'études et c'est pour ça qui vient dans les campagnes et arrive dans la ville bien employé dans le secteur informel. Cela représente les 93% des nouveaux emplois et les 61% des emplois urbains. Dans ce type de paragraphes, on va parler de deux types de paragraphes qui sont dans le chapitre 8 de ce livre. À propos des conflits et des réfugiés et des populations, des tuiles, des kaléidoscopes, des mouvements sur la scène internationale. Donc, dans les flux des personnes qui dérivent par les conflits, il y a la catégorie des réfugiés. Donc, ils sont les personnes qui ont les statuts de réfugiés. Peuvent être hommes et femmes. C'est un statut juridique fondé sur l'article 1 de la Convention de Genève de 1951. C'est un statut qui regarde les personnes qui sont au dehors de leur État et qui demandent une protection internationale pour différentes raisons. Peut-être, ils peuvent être des différentes raisons de persécution, pas pour religion, race, citoyenneté ou en appartenance à un groupe social ou pour des opinions politiques. Mais de toute façon, il y a des différentes manières pour demander l'asile politique en Italie ou bien en France. C'est le focus de ce type de course, c'est entre Italie et France, mais il n'est pas une course sur les réfugiés. De toute façon, comme les réfugiés ils ne sont pas considérés des migrants environnementaux, la majorité des fois, on doit parler aussi de la condition des conflits et des guerres civiles qui ont causé, avec des changements climatiques, un numéro de migrants. Par exemple, dans le cas de la Syrie, on a des migrants ambientaux, des migrants environnementaux et des réfugiés dans le monde. Parce que c'est vrai que les personnes, les Syriens qui ont demandé les statuts de réfugiés au dehors de leur pays sont des victimes, pas d'une évacuation, mais victimes de guerres et de persécutions, mais ont eu le problème aussi de s'éloigner d'une situation qui concerne la persécution à cause de la guerre civile et des changements environnementaux qui ont eu des conséquences sur l'environnement normalement. Donc, dans ces cas, dans les cas de la Syrie, du Syrie, on doit parler même des problèmes de santé, école, accès à l'eau, fourniture électrique. Ils sont toutes des conséquences qui sont autour des mêmes problèmes. ACNUR, au UNHCR, soutient particulièrement les enfants syriens, mais il a soutenu les victimes de ces situations. Donc, ACNUR, dans les cas des Syriens et des autres cas des réfugiés, mais si on peut parler des conflits israélo-palestiniens,
qui a aussi eu des conséquences sur l'environnement, on doit parler aussi du soutien des UNRWA. On a parlé déjà de ces deux institutions et dans les cas du sud du Soudan, j'ai partagé ce type de link que je vous invite à voir et à lire avec beaucoup d'attention. La famine pour la faim et le produit a produit un grand numéro de victimes. Dans 2018, combien de victimes il y avait? Il y avait 5,5 millions de personnes sans nourriture. Donc, en cette personne, il y a des groupes familiales, il y a hommes, femmes et enfants qui viennent du sud du Soudan et ont coûté 166,56 millions de dollars à ACNUR pour son soutien. Mais les partenaires des ACNUR qui travaillent sur la même cause sociale ont eu la possibilité de recueillir les 5% des fonds par cette personne. On doit parler maintenant d'une conclusion du chapitre. Donc, la population, les tuiles, les kaléidoscopes en mouvement sur la scène internationale. On parle de quoi ici? Il y a la sostenibilité, le développement, la famine, la mortalité des enfants dans l'Afrique subsaharienne, c'est une réalité et ce sont des problèmes réels. Dans le sud de l'Asie, dans le sud de l'Amérique, ils sont cause aussi de la mortalité, pas seulement des enfants, mais des adultes aussi. Mais c'est important dire que dans le pays où, dans ce cas, on va parler du sud du Soudan, mais on a parlé aussi du sud de l'Amérique. Donc, dans le même pays où il y a ce type de problème, il manque totalement un équilibre. Donc, il y a des zones où il est trop bas la mortalité, des autres où il est trop haute, et des zones qui sont moins développées des autres. Donc, pour avoir un développement harmonique, c'est important rappeler qu'est-ce que ça passait à la conférence du Cairo, où il y avait un summit démographique dans lequel il y avait un rapport des Nations Unies de 2018 et introduction des objectifs des milléniums et un développement soutenable. Je vous invite à lire ce type de rapport, c'est de 2018. Donc, sans les focus démographiques, aujourd'hui, la condition de l'Afrique subsaharienne pourrait être avec les subcontinents indiens dans un cadre de mortalité des enfants différents. Et la partie du sud de l'Inde, donc de l'Indie, dans les champs de mortalité mais des enfants, mais aussi discrimination, genre et migration pourraient être différents. Les programmes LIFE qu'on doit parler maintenant, c'est un type de programme qui fait un focus sur l'accord politique avec le Parlement européen sur le programme LIFE 2020. C'est un accord qui, maintenant, quand je parle, c'est décembre, mais le 17 décembre, la présidence du Conseil de l'Union européenne est parvenue à un accord politique avec le Parlement européen sur le programme LIFE, LIFE Post 2020.
qui confirme comme un programme clé pour la mise en œuvre des stratégies pour la biodiversité en général pour atteindre des objectifs de l'accord vert européen. La Commission, par l'intermédiaire de l'agence exécutive, a lancé un appel spécial à projet pour les ONG qui travaillent dans les domaines de l'environnement et de l'action climatique. Comme on a parlé, on doit parler encore pour les dates qui sont sorties en 2019, sur le 2018, à cause de la crise ambientale, des migrations forcées et des victimes d'évacuation qui sont beaucoup et qui sont en fait dans un numéro plus grand des réfugiés politiques, et on le va voir dans les slides suivantes. J'ai pensé d'introduire le concept du programme LIFE. Donc, l'appel qui restera ouvert jusqu'à 31 mars vise à soutenir les capacités des ONG à mobiliser et à renforcer la participation de la société civile et sa contribution à la mise en œuvre de l'accord vert européen. Et pour se faire financer des activités typiques des ONG, par exemple des campagnes d'information, mais même aussi des participations en consultations publiques, la coopération au renforcement des coalitions avec les autres ONG, ou bien la possibilité d'élaborer des documents, des positions, conférences, des séminaires, des activités de formation, des actions de sensibilisation et de diffusion des actions et des contenus en visant la situation et la création d'un réseau et des échanges de bonnes pratiques. Ces bonnes pratiques, j'ai mis ici une liste de bonnes pratiques, en fait, entre études, analyse, activités cartographiques et tout ça. Mais je vous invite surtout à ouvrir les links pour les personnes qui comprennent un peu l'italien, parce que c'est pareil, c'est un peu pareil à la langue française. Je vous invite à lire les deux links sur Europa Facile. Mais pour les personnes qui comprennent mieux la langue anglaise, je vous invite à découvrir beaucoup des informations sur ce type de programme dans le troisième link. Donc, on est arrivé à la crise ambientale, à la migration forcée. Les dates et ces parties de texte, c'est la traduction de page 59. J'avais mis une partie dans mon blog pour les personnes qui ont lu ça. Je vais vous montrer. Il y a des photos ici il y a des dates. Donc on commence par les dates, un petit résumé sur les chapitres 8 qu'on vient de terminer. Il y avait la Global Population and Sustainable Development, qui a commencé par les 17 objectifs de développement durable. Donc, en visant 169 objectifs différents des objectifs de développement millénaire, qui se poursuit avec la croissance des données photographiques et les rapports Brundtland de 1987. Donc, c'est une étude de 2017 de l'Académie nationale des sciences. L'accent vient sur les changements climatiques et sur l'immigration du protocole de Kyoto que je viens de vous mettre ici, et c'est de 2015, donc il y a 5 années. Par contre, on doit continuer à parler qu'est-ce qui se passe dedans la crise ambientale et migration forcée selon le point de vue des personnes qui sont victimes d'évacuation. Donc ici, il y a le mot en italien, le terme en italien c'est sfollati, en anglais c'est displaced people ou desplazados en espagnol, qui sont plus que les réfugiés politiques. Donc dans cette partie, c'est la traduction de la page 59. On
commence par le Global Footprint Network, que c'est un cas qui a été analysé selon ces données en 2019 et sera consommé, donc seront consommées toutes les ressources de 1,75 planètes. Dans les chances de 2050, la population sera 9,7 milliards de personnes sur la planète Terre, comme écrit dans les dossiers. Étant des fois plus difficile d'accéder aux ressources, pour tout par la limite des régénérations des ressources naturelles, donc les risques et les limites des libertés personnelles et les coûts tombent sur les communautés les plus pauvres de la planète, du planète. En fait de la planète, et parce que planète c'est féminin, et dans les îles du Pacifique, il y a un risque de naufrage qui se passe quand l'eau monte. En Afrique, les risques est la désertification et ce type de problème, a différentes conséquences. Les terres improductives, la sécurité alimentaire qui est pas trop dans un bon niveau, l'immigration humaine. Donc, la Banque mondiale estime qu'il y a 143 milliards de migrants environnementaux. Sur 96 000 se déplaceront en Afrique subsaharienne. Les groupes intergouvernemental des Nations Unies sur les changements climatiques avec les rapports de 2019 sur l'évolution du climat et du territoire a mis l'accent sur l'émergence d'une utilisation durable des terres afin d'éviter le chauffage mondial. Donc, on doit parler des 23% des émissions d'origine humaine qui provient par l'agriculture, la foresterie et d'autres utilisations des terres. Ça a été ma traduction personnelle de la page 59 du dossier statistique de la migration. Mais on va continuer avec la traduction parce que ces paragraphes, c'est de 2 pages. Dans la deuxième, je vais vous montrer les 10 pays avec les plus grands numéros des migrants victimes d'évacuation. Donc, on va continuer avec la traduction. J'avais mis aussi les détails pour voir ce type de chapitre. Je vous invite aussi à voir les détails des migrants environnementaux vers l'Italie et les pays avec le nombre de personnes déplacées. Dans le 2018, l'IPCC, dans le rapport sur le climat, je viens de vous mettre le link ici, et ici il est écrit en espagnol, mais c'était l'accord de Paris sur le climat de 2015, donc le COP 21 qui est considéré comme les changements climatiques et la publication qui a suivi la publication de 2018 qui était publiée par l'Organisation internationale des migrations. On est arrivé à l'image et j'avais parlé sur Twitter. J'avais présenté cette image qu'on voit ici à gauche. Et dans ce type d'image, il y a les 10 pays comptant le plus grand nombre des personnes nouvellement déplacées qui sont indiquées dans le tableau.
C'est un tableau divisé en 3 parties. Et la source est l'Internal Displacement de 2019 de Genève. C'est un tableau divisé entre pays, causes de conflits et causes de catastrophes. Vous trouvez à gauche la liste des pays, dans les moyens, les causes du conflit. Donc, il y a par exemple les causes conflit, il y a les numéros en 1000 et en millions, la catastrophe qui a généré. Il existe aussi plusieurs zones géographiques où les personnes fuyant des catastrophes naturelles sont nettement plus nombreuses que celles qui fuient les conflits et les guerres. Mais en Asie de l'Est et dans la zone Pacifique, 9,3 millions contre 236 000. Ici, il y a une différence entre l'Asie de l'Est et le Pacifique et l'Asie du Sud et l'Amérique. J'ai indiqué les millions contre les 1000 et il y a une différence avec l'Europe et l'Asie centrale. Donc, je vais présenter Asie de l'Est et Pacifique, 9,3 millions contre 236 000. Asie du Sud, 3,3 millions contre 544 000. L'Amérique, c'est le cas de l'Amérique, il compte, le compte c'est 1,7 million contre 404 000. Et le cas de l'Europe et de l'Asie centrale, c'est 41 000 contre 12 000. Si on va parler des migrants en Afrique subsaharienne qui se déplacent en raison des conflits, le fait est que 2,6 millions de personnes sont forcées à migrer en raison des catastrophes naturelles. Donc, les causes environnementales sont les moteurs, donc la raison de la mobilité interne qui s'est produite entre 2008 et 2018. Au cours de ces 10 années, 265,3 millions de déplacés environnementaux en été. Et les États-Unis sont au 4e rang, au 4e position en 2018 entre les pays, bon, parmi, parce qu'il y a des autres pays, ce n'est pas le cas de 2 pays, mais parmi les pays les plus touchés par des catastrophes environnementales. Donc, dans le livre, il y a un exemple qui concerne l'apartheid climatique, qui ici, je pense, sortait, parce que pour raison aussi d'espace et de position, et pour vous intéresser, si vous avez des questions à me poser, on peut parler, vous pouvez m'écrire, vous pouvez laisser un commentaire, des commentaires en bas à ces vidéos. En plus, je voulais indiquer des apartheid sur l'apartheid climatique. Vous trouverez l'opinion en 2018 de Philip Alston, c'est le relateur spécial de l'ONU sur les Nations Unies, l'Organisation des Nations Unies sur la pauvreté. Maintenant, on va parler de la traduction que j'ai préparée pour vous entre pages 60 et 61 du dossier, avant de vous présenter les migrantes environnementales dans la prochaine slide. Et je ne sais pas si vous avez le temps pour arriver jusqu'ici, mais cette vidéo va vous présenter aussi les causes des migrations environnementales, les changements de climat, les événements liés au changement climatique n'épuisent pas les causes des migrations environnementales. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le changement climatique est aggravé par différentes raisons. Par exemple, la dégradation de l'environnement
et la perte des moyens de subsistance en raison des contaminations des terres. Mais peut-être aussi le cas d'une déforestation des projets de développement ou bien les cas d'exploitation des minières ou exploitation des ressources naturelles, mais aussi une utilisation arbitraire et légitime des ressources, pas seulement des ressources que j'ai nombrées, mais aussi des ressources liées à l'eau. Donc, c'est le cas, par exemple, de l'agro-industrie que j'ai mis ici. Quand on va parler d'une utilisation illégitime des ressources de l'eau ou des terres, en anglais, on va parler de water and land grabbing. Mais il y a par contre des différents acteurs qui sont dedans ce type d'exploitation. Et on va nombrer États tiers, gouvernements locaux, entreprises multinationales liées à la grande industrie. Mais ce type d'acteurs agissent de plus en plus comme des dérivés dans les cours d'eau. Les privatisations, la construction des barrages, les monocultures et l'occupation, la même occupation militaire des territoires, des pratiques qui conduisent à l'effondrement des économies à petite échelle, des agricultures, des pêcheurs et des éleveurs qui sont contraints d'émigrer, mais aussi à la perte des cultures ancestrales. Aussi, on arrive à parler du moment du changement climatique parce que la gestion des ressources naturelles stratégiques doit devenir plus importante pour les dirigeants, les groupes rebelles et les terroristes, les contrôles des territoires. Donc, dans les cas de ces derniers acteurs, la gestion des ressources peut et pourrait devenir dangereuse. Au cours des 60 dernières années, ces ressources seront déjà terminées, mais les 40% des conflits intra-étatiques sont nombreux dans ces cas. Ils sont également à l'origine des déplacements forcés dans des accidents industriels comme celui, par exemple, Tchernobyl. Le cas de Tchernobyl dans 1986 a ramené des conséquences jusqu'à en Suisse, non. Donc, il y avait a mis en évidence une difficulté d'avoir une estimation précise des victimes, la prise de conscience de la pollution qui ne s'est pas arrêtée aux frontières nationales. En fait, les radiations sont arrivées à Suède malgré la distance. Ici, j'ai mis les dates sur les kilomètres que j'ai trouvés sur les dossiers. Donc 1506,19 km, plus de 25,9 millions de réfugiés officiels reconnus par l'article 1 de la Convention de Genève 1951, sont encore 2 millions de réfugiés non officiels. Il s'agit principalement des personnes déplacées à l'intérieur du pays, des personnes qui se déplacent à l'intérieur des frontières d'un État, qui, selon les données de l'Observatoire des personnes déplacées à l'intérieur du pays. Les personnes qui se déplacent à l'intérieur d'une frontière d'un État, qui, selon les données de l'Observatoire des déplacements internes de 2008, étaient plus de 28 millions. On doit
on doit mettre en plus le numéro des réfugiés politiques. Parmi ceux-ci, 39%. Ce type de personnes ont déménagé en raison de conflits et de violences, tandis que 17,2 millions, qui constituent les 61%, sont mauvais à cause de ça. En raison des catastrophes naturelles liées à des événements météorologiques extrêmes, les Philippines, la Chine et l'Inde font partie des pays qui ont enregistré le plus grand nombre de personnes déplacées. Mais par contre, la liste des pays que vous avez ici, je ne sais pas si vous pouvez la lire, mais il y a les Philippines en première, la Chine en deuxième position, l'Inde, les États-Unis, l'Indonésie, la Nigeria, la Somalie, l'Afghanistan, la Kenya et le Myanmar. Le Myanmar, c'est à la dernière position. Position 10. Si vous voyez les causes du conflit, Chine et les États-Unis n'ont pas spécifié le numéro en 1000, mais par contre, les Philippines, l'Inde et l'Indonésie, oui. Vous trouvez aussi dans l'autre partie du tableau les causes du conflit indiquées en 1000. On peut dire que le Kenya a eu 10 000 seulement pour cause du conflit. Et si on va parler des causes des catastrophes, quel type de catastrophe a causé sur la population? On a le numéro indiqué en millions. Donc, le numéro plus haut indiqué en millions sur les cas de catastrophes, c'est les Philippines, en première position. Mais en dernière, on peut indiquer le Myanmar. Donc, le tableau, ici, j'avais promis de vous expliquer ce type de tableau dans ces slides. C'est pour ça que j'ai indiqué une exposition tant longue. Mais si vous avez des autres questions à me poser, vous pouvez m'écrire. Dans la prochaine slide, je vous présente les migrants environnementaux, pardon, qui sont venus en Italie, qui sont arrivés jusqu'en Italie. Et si vous avez d'autres questions à me poser ou si la traduction n'est pas claire pour vous, vous pouvez me laisser un message et je vais vous répondre. Je vais essayer en bas de cette vidéo de faire une description sur ce type de troisième leçon que vous voyez ici. Si vous avez des autres questions à me poser sur la crise ambientale et l'immigration forcée, vous pouvez me poser des questions. Ici, on a la deuxième partie sur les migrants environnementaux vers l'Italie. Donc, je vais vous expliquer avec une traduction et un petit résumé les deuxièmes parties du contenu qu'il y a dans les dossiers à page 61 et 62. Je considère que pour vous, peut-être important savoir qu'est-ce que l'Italie a signé ou pas dans les cadres de migration forcée pour raisons environnementales. Donc, entre les principaux pays d'origine des personnes qui cherchent la protection internationale, en Italie, on trouve la Nigeria, le Pakistan et le Bangladesh. C'est une réalité ce sont des réalités dans lesquelles les changements climatiques, la dégradation environnementale ont déjà eu un impact sur la vie des communautés plus pauvres. Comme on a déjà affirmé des jugements. Donc, ici, il y a dans les dossiers deux types de jugements par d'autres tribunaux en Italie. Un, c'est en Aquila et un, dans le tribunal de Bologne. Donc, dans le cas de Aquila, le juge, le premier cas,
a reconnu la protection internationale pour raisons environnementales à un réfugié qui a perdu tout à cause des raisons environnementales. C'est un agriculteur, son nom c'est pas spécifié, un agriculteur bangladais. Mais on sait que cet agriculteur, c'est bangladais. Le juge, dans son ordonnance, a parlé de pauvreté, déforestation et land grabbing qui ont eu des mauvaises conséquences. La deuxième situation était dans le tribunal de Bologne qui a donné la protection internationale à un Pakistanais qui a émigré à cause d'une inondation. La Nigeria a mis ensemble des effets des changements climatiques qui ont causé des problèmes entre bergers et agriculteurs. Donc, ce type de problèmes qui ont causé ont eu des mauvaises conséquences, par exemple des cas de violence, destruction environnementale liée à l'extraction de pétrole. Mais dans les deltas du fleuve, dans les deltas du Niger, ça passe cette situation. La relation entre l'augmentation des températures et la production agricole et les migrations, qui sont considérées comme migrations environnementales, pas économiques, ont commencé aussi à Sahel et de Sahel, depuis Sahel, sont arrivés à l'Italie. Ça a été démontré par une recherche dans un journal environnemental, il s'appelle Recherche de communication, qui a été développé avant les printemps arabes, entre les printemps arabes et la guerre syrienne, donc 1995 et 2009. Donc, sans comprendre les influences climatiques sur les migrations qui ont été causées aussi par la sécheresse entre 2006 et 2011, les désordres sociaux qui ont eu comme des conséquences des rébellions, une rébellion qui a ramené un conflit international. Ici, dans ces paragraphes, on parle aussi du phénomène du Global Compact for Migration. C'est dans le 2018. C'est un accord global des Nations Unies, de l'Organisation des Nations Unies, pour une gestion ordonnée, sûre et régulière des flux migratoires. Mais c'est important de dire que l'Italie n'a pas signé ce type d'accord. La prochaine slide, je dois organiser, voir si c'est important pour vous connaître un peu plus d'histoire sur les cas français dans ces cas, sur les flux migratoires des migrants environnementaux, plutôt que sur les cas des raquettes. J'ai pensé de conclure cette course avec ça. C'est une biographie de Carola Rackete que vous voyez ici. Il est écrit avec Anne Weiss, l'écrivain Anne Weiss, qui c'est un activiste pour l'environnement. En Allemagne, elle a publié Generation Weltuntergang. Je ne parle pas tellement, je m'excuse. J'ai lu en partie de ce livre et je viens de traduire en français des parties des livres. Malheureusement, le livre parle seulement dans ses cours au moyen de la Méditerranée, mais il n'est pas sur les réfugiés environnementaux ou les migrants environnementaux. On peut seulement dire qu'à la page 17, il y a une explication de Carola Rackete sur la question de Greenpeace.
En tant que guide de navire, après son diplôme en sciences de l'environnement, a pensé de se concentrer sur la protection de l'environnement. Mais ses connaissances ont été utiles pour guider la Sea-Watch. Avant sa première expérience, elle a travaillé en Écosse dans un programme de protection de l'environnement, mais en tant que volontaire d'urgence. Elle a été appelée pour guider un navire, donc a dû se déplacer dans le sud de l'Europe en coordination avec l'équipe à terre du navire composée de personnes à charge et de volontaires d'Amsterdam, Rome, Bruxelles et Berlin. Sont restés au moyen de la mer donc bloqués pendant 2 semaines dans les eaux internationales par courrier électronique, et elle a demandé l'autorisation d'assister les autorités de Rome et de La Valette, les gardes-côtes de Den Helder aux Pays-Bas, et par l'intermédiaire du ministère des Affaires étrangères de la République allemande, on a demandé l'aide à l'Espagne et à la France. Donc, à la fin a intervenu l'intervention de la garde-côte italienne qui sont montés sur les bateaux avec la police fiscale. Et après avoir vérifié les documents du navire et du bateau et les cartes d'identité des voyageurs, elle a déclaré qu'il fallait attendre une réponse politique du parquet. Donc, la garde fiscale n'a pas pris tout de suite mon intervention. Mais des parties des livres sont vraiment intéressantes. C'est pour ça que je viens de traduire aussi une partie qui concerne l'article 98 de la Convention des Nations Unies sur les droits de la mer de 1982 pour établir une assistance aux épaves des conditions de pouvoir le faire. Le secours dans la mer est dans les droits internationaux de la Convention de 1982 et établit que les États qui ont signé ce type de contrat doivent créer des services de secours. En fait, dans les cas expliqués à page 28, la zone libyque, il était dans les cas Search and Rescue. C'est pour ça qu'un groupe de migrants ont été sauvés par la Sea-Watch 3. Mais par contre, Carola Rackete, qui guidait, elle était en train de guider le bateau, quand ils sont arrivés à Lampedusa, a été accusée de promouvoir l'immigration clandestine. Donc, une partie intéressante de cette livre, c'est aussi le fait que la Tunisie, dans cette période, avait des problèmes à recevoir des migrants. Dans la Libye, il y avait une guerre civile, donc les migrants bloqués au moyen de la mer, ils étaient dans une situation pas étable. Et il y a une petite expérience, un petit parti que c'est sur l'espérance des raquettes sur les bateaux et avec la protection de l'environnement. Mais je veux souligner seulement que ce type de livre, c'est pas concernant les migrants environnementaux. En fait, plutôt ce type de livre a une partie dédiée aux migrants environnementaux
Euh, de toute façon, je pense que on les verra ensemble pour les personnes qui sont intéressées. Cette partie des livres dédiée et avec les articles que je viens de traduire, ils sont dans les courses. Donc, je vous remercie pour votre attention. J'espère et je vous invite à faire l'inscription dans le canal de YouTube et euh, à me contacter sur les plateformes où je suis en train de prendre ce type de cours. Euh, merci à tous.